Un vieil homme grognon emménage. Ce que l'épouse découvre stupéfie toute la famille. Une histoire de résilience et d'espoir qui vous touchera en plein cœur. Bon retour. Laissez un like à la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et profitez de l'histoire. Dans la banlieue paisible de Bois-des-Chênes, une annonce bouleversante vint perturber la quiétude du foyer de Hélène et Richard Moreau, un couple dans la cinquantaine bien installé dans leur routine. Richard, directeur, commercial à quelques années de la retraite, rentra un soir avec une expression que sa femme ne lui avait pas vue depuis des années. Son père, Stanislas, un veuf taciturne de 78 ans avec qui il n'avait presque plus de contact depuis des décennies, venait d'être expulsé de son appartement et n'avait nulle part où aller. La nouvelle tomba comme un couperet dans leur salon, confortable. « Il va devoir aller en maison de retraite », déclara Richard d'un ton sans appel. Mais Hélène, ancienne institutrice à la retraite depuis peu, sentit quelque chose remuer en elle. « C'est ton père, Richard. Il peut venir ici au moins temporairement », proposa-t-elle, ignorant alors que cette simple suggestion allait déterrer des secrets familiaux enfouis depuis 3 générations et transformer complètement leur existence au cours des 18 mois suivants. Stanislas arriva un mardi matin pluvieux, l'air aussi gris que le ciel, avec pour seul bagage une petite valise élimée qui semblait contenir tous les vestiges d'une vie entière. Grand et voûté, le visage creusé par les années et une tristesse indéfinissable, il entra dans la maison comme on entre dans une église étrangère, avec révérence et malaise. Richard pouvait à peine croiser son regard, créant instantanément une tension presque palpable. Les présentations furent brèves, maladroites. « Voici la chambre d'amis », indiqua Richard en montrant une pièce au rez-de-chaussée avant de disparaître dans son bureau. Hélène remarqua immédiatement comment le vieil homme sursautait au moindre bruit, comment ses yeux balayaient constamment l'espace, comme pour identifier les issues de secours. Ce premier soir, Stanislas refusa poliment de dîner à table, préférant manger dans sa chambre. Hélène lui apporta un plateau et fut frappée par la façon dont il la remercia, avec une politesse excessive, comme s'il craignait d'être un fardeau insupportable. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il prit l'assiette, et ses yeux, d'un bleu délavé par les années, semblaient porter le poids d'innombrables regrets non exprimés. « Merci beaucoup, madame », murmura-t-il d'une voix éraillée, avant de refermer doucement la porte. Cette nuit-là, allongée près de Richard qui feignait de dormir, Hélène ne put s'empêcher de penser à la profonde mélancolie qu'elle avait aperçue dans le regard de ce vieil homme. « Ne te mêle pas de ça, Hélène », l'avertit Richard, le lendemain matin alors qu'elle préparait un petit déjeuner spécial pour Stanislas. « Il a toujours été comme ça, distant, renfermé. C'est sa nature. Laisse-le tranquille, c'est mieux pour tout le monde. » Mais Hélène n'était pas du genre à laisser quelqu'un souffrir en silence. Toute sa carrière d'enseignante avait été guidée par sa capacité à voir au-delà des apparences, à déceler les blessures cachées derrière les comportements difficiles. Et quelque chose dans les yeux de Stanislas l'avait touchée profondément. Une douleur ancienne qui semblait attendre, depuis des décennies peut-être. Que quelqu'un la remarque enfin. Les jours passèrent, puis les semaines, dans cette atmosphère de politesse tendue. Stanislas vivait comme une ombre dans la maison, apparaissant brièvement pour les nécessités quotidiennes avant de se retirer dans sa chambre. Richard l'évitait, consciencieusement, partant plus tôt au travail et rentrant plus tard, laissant Hélène seule pour naviguer dans ce nouveau territoire émotionnel. Leurs enfants, Mathieu et Caroline, aujourd'hui adultes avec leur propre famille, exprimèrent leur surprise face à cet arrangement lors de leur visite dominicale. « Papa n'a jamais parlé de grand-père que pour dire qu'il les avait abandonnés », chuchota Caroline dans la cuisine. « Pourquoi l'accueillir maintenant ?» Hélène observait. C'était ce qu'elle faisait le mieux, observer les petits détails, les habitudes subtiles qui révélaient l'homme derrière le masque. Stanislas se levait précisément à 6h30 chaque matin, faisait sa toilette avec une méticulosité militaire, et passait ensuite de longues heures assis près de la fenêtre du jardin, regardant les oiseaux avec une attention presque méditative. Il lisait beaucoup, des livres d'histoire principalement sur la région côtière du nord de la France, et parfois, quand il pensait être seul, Hélène l'entendait fredonner des mélodies d'un autre temps, des chansons qu'elle ne reconnaissait pas mais qui semblaient le transporter ailleurs. Un après-midi, environ 3 semaines après son arrivée, Hélène passait l'aspirateur dans le couloir quand elle aperçut, par la porte entr'ouverte,
Stanislas assis sur son lit. Il tenait dans ses mains tremblantes un portefeuille usé duquel il avait extrait une photographie ancienne et jaunie. Il pleurait silencieusement, de grosses larmes coulant sans retenue sur ses joues ridées tandis qu'il caressait l'image du bout des doigts. Cette vision frappa Hélène comme un coup au cœur. Elle s'éloigna discrètement, mais l'image de ce vieil homme brisé ne la quitta plus. Plus tard ce jour-là, elle lui apporta une tasse de thé prétextant passer par là. À sa grande surprise, Stanislas ne refusa pas sa compagnie. Ils restèrent assis en silence pendant quelques minutes, jusqu'à ce qu'il murmure, presque pour lui-même, « Elle aurait eu 62 ans aujourd'hui. » Hélène attendit, sentant qu'il était au bord de quelque chose d'important. « Isabelle, » ajouta-t-il doucement, « ma fille. » Le choc fut immédiat. Richard n'avait jamais mentionné une sœur. Jamais. Hélène tenta de masquer sa stupéfaction. « Votre fille » répéta-t-elle doucement, encourageante. Stanislas hocha simplement la tête avant de se refermer comme une huître, signalant clairement la fin de cette rare ouverture. Hélène quitta la pièce, l'esprit en ébullition. Devait-elle en parler à Richard? Respecter la confidence de Stanislas? Cette révélation inattendue créait en elle un dilemme immédiat, intensifié par la loyauté qu'elle devait à son mari. Mais son instinct lui disait qu'il y avait bien plus dans l'histoire de cet homme que ce que Richard lui avait toujours raconté. Cette nuit-là, dans l'intimité de leur chambre, Richard remarqua sa préoccupation. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il. Hélène hésita puis décida de respecter la confidence de Stanislas pour le moment. « Je me demandais juste, ton père a-t-il toujours été aussi solitaire ?» Richard se raidit. « Il a toujours préféré la solitude à sa famille, » répondit-il sèchement. « C'est son choix. Ça l'a toujours été. » Le ton définitif de sa voix découragea toute autre question, mais Hélène sentait que cette version simplifiée cachait une réalité bien plus complexe. Si tu aimes l'histoire, tape 5 dans les commentaires et abonne-toi pour plus de vidéos comme celle-ci. Sinon, tape 0, cela m'aide à créer un contenu encore meilleur pour toi. On continue. Au cours des semaines suivantes, Hélène établit une routine. Chaque après-midi à 16 h, elle préparait du thé, du Darjeeling, qu'elle avait découvert être le préféré de Stanislas, et l'apportait dans sa chambre ou sur la terrasse s'il y était assis. Au début, ces moments étaient principalement silencieux, mais graduellement, comme une fleur qui s'ouvre lentement au soleil, Stanislas commença à partager des fragments de son passé. Il parlait de son enfance dans un petit village côtier près de Boulogne-sur-Mer, où les traditions maritimes rythmaient la vie de tous. Il décrivait avec une précision étonnante les fêtes locales oubliées, comme la bénédiction de la mer chaque premier dimanche de juillet, où tous les bateaux étaient décorés de guirlandes colorées et où le prêtre local aspergeait les embarcations d'eau bénite pour assurer une pêche abondante et sécuritaire. Il évoquait les veillées d'hiver, où les anciens racontaient des histoires de marins disparus et de créatures mystérieuses des profondeurs, tandis que les femmes tricotaient des chandails épais aux motifs spécifiques qui permettaient d'identifier les pêcheurs si jamais ils étaient retrouvés noyés, méconnaissables après des jours dans l'eau. Ces récits fascinaient Hélène, qui commença à incorporer subtilement certains éléments de ces traditions dans leur vie quotidienne. Elle se mit à préparer des plats traditionnels de la côte que Stanislas mentionnait avec nostalgie. Une marmite de moules au safran, du harengue fumé préparé selon une recette spécifique, des gâteaux aux amandes et au beurre salé pour accompagner le thé. Richard remarquait ces changements avec une confusion évidente, mais ne disait rien même si ses regards en disaient long sur son malaise. Un jour, Stanislas mentionna qu'il avait travaillé le bois dans sa jeunesse. « Mon père était ébéniste, » expliqua-t-il, « et il m'a tout appris. J'aimais sentir le bois sous mes doigts, comprendre sa texture, son grain, deviner ce qu'il pouvait devenir. » Ses yeux s'animèrent pour la première fois depuis son arrivée, révélant une passion enfouie sous des décennies de résignation. Hélène saisit cette ouverture. « Nous avons un garage avec quelques outils, » proposa-t-elle. « Peut-être pourriez-vous bricoler quelque chose si cela vous manque. » Stanislas secoua la tête. « Ce sont des souvenirs d'une autre vie, » murmura-t-il, avant de changer de sujet. Mais Hélène avait vu l'étincelle, cette lueur brève mais indéniable qui trahissait un désir non éteint. Elle commença discrètement à acheter quelques outils de menuiserie de base, les disposant stratégiquement dans le garage, espérant que leur simple présence pourrait tenter le vieil homme.
Alors que le 4e mois de cohabitation commençait, Hélène se heurta à des obstacles croissants dans sa quête pour comprendre Stanislas. Richard devenait de plus en plus mal à l'aise face à l'attention qu'elle portait à son père. « Tu passes plus de temps avec lui qu'avec moi », l'accusa-t-il, un soir. « Il n'est pas un projet de charité, Hélène. C'est un homme qui a fait ses choix il y a longtemps. » Hélène tenta d'expliquer qu'elle cherchait simplement à rendre la vie du vieil homme un peu moins solitaire, mais Richard semblait interpréter ses efforts comme une trahison personnelle. Stanislas lui-même se refermait dès que certains sujets étaient abordés. Toute mention de la mère de Richard, son épouse défunte, provoquait un mutisme immédiat. De même, les questions sur sa carrière ou sur les décennies passées loin de son fils restaient sans réponse. Ces silences obstinés frustraient Hélène, même si elle comprenait qu'il cachait probablement des douleurs trop vives pour être verbalisées. Pour compliquer davantage la situation, Mathieu et Caroline exprimèrent leurs inquiétudes lors d'un dîner familial. « Combien de temps va-t-il rester ?» demanda Mathieu sans détour. « Les enfants sont mal à l'aise avec lui, il ne leur parle. »« Jamais !» Caroline renchérit. « Maman, c'est généreux de ta part, mais papa a toujours dit que grand-père était difficile. Peut-être qu'une maison de retraite serait plus adaptée ?» Hélène défendit sa position avec douceur mais fermeté. « Il a besoin de temps. Il porte quelque chose de lourd, je peux le sentir. Donnons-lui une chance. » Ce soir-là, après le départ de leurs enfants, Richard confronta directement Hélène. « Pourquoi te soucies-tu autant de lui? Il n'a jamais été là pour moi, jamais. » Sa voix tremblait d'une émotion rarement exprimée. Hélène prit ses mains dans les siennes. « Peut-être y a-t-il une raison que nous ignorons, » suggéra-t-elle doucement. « Les gens ne deviennent pas distants sans cause. » Richard retira ses mains. « Tu es trop indulgente, Hélène. Certaines personnes sont simplement égoïstes par nature. » Le lendemain, alors que Stanislas était sorti pour sa promenade quotidienne autour du quartier, une nouvelle habitude qu'Hélène avait discrètement encouragée, elle entra dans sa chambre pour changer les draps. En déplaçant la table, de chevet, elle fit tomber accidentellement un livre. En le ramassant, elle découvrit qu'il s'agissait en réalité d'une boîte camouflée en livres et que son contenu s'était répandu sur le sol. Des lettres, des dizaines de lettres, toutes adressées mais jamais envoyées. Certaines à Richard, d'autres à un nom qu'elle ne connaissait pas, Isabelle, et d'autres encore simplement adressées à mon enfant. Les mains tremblantes, Hélène ramassa les enveloppes. Elle savait qu'elle ne devrait pas les lire, que cela constituait une violation de l'intimité de Stanislas. Mais quelque chose dans ces lettres jaunies par le temps, dans ces adresses écrites d'une main qui semblait avoir lutté pour rester ferme, l'appelait irrésistiblement. Elle en ouvrit une, datée de plus de 30 ans auparavant, adressée à Richard pour son 20e anniversaire. « Mon fils, commençait-elle, je sais que tu ne veux probablement plus entendre parler de moi. Ta mère m'a fait comprendre que ma présence n'est plus souhaitée dans vos vies. Peut-être a-t-elle raison, peut-être suis-je un rappel trop douloureux de temps difficiles. Mais je veux que tu saches que pas un jour ne passe sans que je pense à toi, sans que je me demande quel homme tu deviens. J'ai essayé d'appeler tant de fois, mais les réponses sont toujours les mêmes. Tu n'es pas disponible, tu ne veux pas me parler. Je respecte cela, même si cela me brise le cœur. Je t'envoie tout mon amour pour ton anniversaire, même si cette lettre rejoindra toutes les autres dans mon tiroir. Peut-être qu'un jour nous pourrons parler. Ton père qui t'aime, malgré tout. » Hélène dut s'asseoir sur le lit, submergée par l'émotion. Ces lettres racontaient une histoire radicalement différente de celle que Richard lui avait toujours racontée, celle d'un père qui aurait abandonné volontairement sa famille. Ces mots parlaient plutôt de séparation forcée, de tentatives répétées et infructueuses de maintenir un lien. Qu'est-ce que cela signifiait? La version de Richard était-elle fausse? Ou y avait-il une autre explication à ce paradoxe? Elle remit soigneusement les lettres dans leur cachette et quitta la chambre, l'esprit en ébullition de questions sans réponse. Debout dans la cuisine, les mains cramponnées au comptoir pour se stabiliser, Hélène fut confrontée à un dilemme déchirant. Devait-elle confronter Richard avec cette découverte, interroger Stanislas, ou garder ce secret pour le moment, en espérant que le temps apporterait d'autres révélations? La vérité commençait à se dessiner comme un puzzle complexe, dont certaines pièces manquaient encore. Et au centre de tout cela se trouvait cette Isabelle, cette fille dont Richard ne semblait pas connaître l'existence. Qui était-elle?
Que lui était-il arrivé? Et pourquoi son nom provoquait-il tant de douleur chez Stanislas? Au fil des jours suivants, Hélène observa Stanislas avec un regard neuf. Elle remarqua comment il s'attardait parfois devant les photos de famille exposées dans le salon, ses yeux s'arrêtant particulièrement sur les visages des petits-enfants qu'il connaissait à peine. Elle surprit son expression troublée quand Richard entrait dans une pièce, un mélange de désir de connexion et de résignation face au rejet. Ces observations renforçaient sa conviction qu'il y avait bien plus dans cette histoire familiale qu'une simple désertion paternelle. Déchirée entre loyauté et vérité, Hélène finit par opter pour une approche progressive. Sans mentionner les lettres, elle commença à poser des questions plus directes à Stanislas lors de leur moment de thé. « Avez-vous essayé de rester en contact avec Richard après votre séparation d'avec sa mère ?» demanda-t-elle un jour, tentant de paraître désinvolte. Le regard de Stanislas devint distant. « J'ai essayé », murmura-t-il simplement. « Pendant des années. Mais certaines portes, une fois fermées, ne se rouvrent plus. Nous étions à la mi-juin quand tout se précipita. La famille s'était réunie pour célébrer l'anniversaire d'Emma, la fille de Caroline, qui fêtait ses 10 ans. Tous étaient présents dans le jardin, profitant d'un rare après-midi ensoleillé. Stanislas avait été persuadé de se joindre à eux, bien qu'il restât en périphérie, observant les festivités avec un mélange de plaisir timide et de mélancolie évidente. Richard maintenait une distance polie mais froide, s'occupant du barbecue à l'autre bout du jardin. Emma, curieuse et spontanée comme seuls les enfants peuvent l'être, s'approcha de Stanislas avec un morceau de gâteau. « Tiens, grand-père, » dit-elle simplement, lui tendant l'assiette avec un sourire. Ce fut la première fois qu'Hélène vit Stanislas véritablement sourire, un sourire qui illumina son visage entier et fit briller ses yeux d'une émotion pure. « Merci, ma petite, » répondit-il, la voix légèrement tremblante. Ce fut à ce moment précis que tout bascula. Stanislas se leva brusquement, porta la main à sa poitrine et s'effondra. La panique s'empara du jardin. Richard courut vers son père, son animosité momentanément oubliée face à l'urgence. L'ambulance fut appelée, et dans la confusion qui suivit, Hélène se retrouva à accompagner Stanislas à l'hôpital, tandis que Richard restait avec les enfants bouleversés. À l'hôpital, le diagnostic tomba. Une crise cardiaque modérée, pas mortelle mais suffisamment sérieuse pour nécessiter une surveillance. Alors qu'Hélène attendait dans le couloir pendant que les médecins stabilisaient Stanislas, une infirmière d'un certain âge s'approcha d'elle, l'air intrigué. « Excusez-moi, » dit-elle, « mais ce patient, est-ce Stanislas Moreau ?» Hélène acquiesça surprise. « Je pensais bien le reconnaître, » continua l'infirmière avec animation. « J'ai grandi à Étretat. Monsieur Moreau était connu dans toute la région pour son travail du bois. Ses sculptures ornent encore l'église et la mairie. C'était un artiste respecté. » Hélène fut stupéfaite. Richard n'avait jamais mentionné que son père était un artisan reconnu. Dans son récit, Stanislas avait toujours été dépeint comme un homme sans ambition ni talent particulier, enchaînant les petits boulots précaires. Cette révélation constituait un autre morceau du puzzle, une autre contradiction avec l'histoire familiale telle qu'elle la connaissait. Quand Richard arriva à l'hôpital 2 heures plus tard, Hélène ne mentionna pas cette découverte. Elle sentait qu'il fallait procéder avec prudence. Les secrets de cette famille semblaient profondément enracinés, et les déterrer trop, brutalement risquait de causer plus de dégâts que de guérison. « Les médecins disent qu'il va s'en sortir », expliqua-t-elle simplement. Richard hocha la tête, son visage un masque d'émotions contradictoires, soulagement, confusion et cette colère ancienne qui ne semblait jamais loin de la surface. Stanislas resta 3 jours à l'hôpital. À sa sortie, quelque chose avait changé dans la dynamique familiale. La confrontation avec la mortalité avait créé une fissure dans l'armure de distance que tous maintenaient. Richard, sans être ouvertement chaleureux, commença à adresser directement la parole à son père lors des repas. Les petits-enfants, encouragés par leurs parents, vinrent rendre visite plus souvent. Et Stanislas lui-même semblait porter son âge avec moins de lourdeur, comme si la crise cardiaque avait paradoxalement allégé un fardeau invisible. Profitant de cette ouverture, Hélène mit en œuvre une idée qui lui trottait dans la tête depuis sa conversation avec l'infirmière. Un samedi matin, elle invita Stanislas à l'accompagner au garage. « J'aimerais vous montrer quelque chose, dit-elle mystérieusement. » À l'intérieur,
elle avait aménagé un petit espace de travail. Un établi solide, quelques outils de menuiserie soigneusement disposés et plusieurs morceaux de bois de différentes essences. « Qu'est-ce que c'est » demanda Stanislas, visiblement ému. « L'infirmière à l'hôpital m'a dit que vous étiez un artisan talentueux, » expliqua Hélène. « J'ai pensé que peut-être cela vous manquait. » Stanislas passa une main tremblante sur un morceau de chêne. « Je n'ai plus touché à un ciseau à bois depuis presque 20 ans, » murmura-t-il. Mais ses yeux trahissaient une faim évidente, qu'un désir réveillé après un long sommeil. « Essayez, » encouragea Hélène, « juste pour voir. » Ce jour-là, Stanislas passa seulement quelques minutes dans le garage, touchant les outils avec révérence, mais sans réellement travailler le boès. Le lendemain, cependant, Hélène le surprit à s'y glisser discrètement après le petit déjeuner. Et le jour suivant, le son distinct d'un ciseau travaillant le bois résonna doucement dans l'air matinal. Une semaine plus tard, Richard découvrit cet arrangement et confronta Hélène dans leur chambre. « Tu lui as installé un atelier, sans m'en parler ?» Son ton était accusateur, mais Hélène tint bon. « Tu as vu comment il a changé depuis qu'il a recommencé à sculpter? Il a un but. Maintenant, Richard. C'est important. » Richard secouait la tête, incompréhensif. « Tu ne le connais pas comme moi, Hélène. Ne te fais pas d'illusions à son sujet. » Malgré ces tensions, le réveil artistique de Stanislas devint un événement pivot. Ce qui avait commencé comme un passe-temps hésitant se transforma rapidement en une renaissance créative impressionnante. Ses premiers travaux étaient simples. De petites boîtes délicatement ornées, des cadres photos aux détails soignés. Mais bientôt, son ambition grandit avec sa confiance retrouvée. Il commença à créer des pièces plus complexes, des sculptures d'oiseaux si réalistes qu'ils semblèrent sur le point de s'envoler, des bas-reliefs représentant des scènes maritimes d'une précision étonnante. Ce renouveau attira l'attention. D'abord celle des voisins, qui s'arrêtaient pour admirer une sculpture exposée sur le porche. Puis celle d'un ancien artisan à la retraite, qui passait souvent devant la maison et qui, intrigué par ce qu'il voyait, vint engager la conversation. Bientôt, Stanislas reçut sa première commande, un cadeau d'anniversaire spécial pour l'épouse d'un voisin, puis une autre, et encore une autre. Le plus remarquable fut l'effet que cette activité eut sur Stanislas lui-même. Il se tenait plus droit, il parlait plus, souriait davantage. Et surtout, il commença à s'ouvrir. Un soir, alors qu'Hélène l'aidait à ranger ses outils, il dit soudainement « J'ai appris à sculpter le bois de mon père. » Et il l'avait appris du sien. C'était notre tradition familiale. Vas-tu rester à l'abri de la tempête qui s'apprête? À tout emporter? Où seras-tu celui qui bravera les éléments pour découvrir ce qui se cache réellement derrière le cœur brisé de Stanislas? La vérité attend au prochain chapitre. Mais le changement le plus significatif vint d'Emma, la petite fille de 10 ans. Fascinée par le travail de son grand-père, elle commença à passer des heures dans le garage après l'école, observant chaque mouvement de ses mains expérimentées. Stanislas, d'abord maladroit et hésitant avec l'enfant, trouva progressivement un langage commun à travers le bois. Il lui montrait comment tenir correctement un outil, comment sentir le grain du bois, comment visualiser la forme cachée à l'intérieur d'un bloc brut. Cette connexion inattendue entre la plus jeune et le plus âgé de la famille créa un pont que personne n'aurait pu anticiper. Richard observait cette évolution avec des sentiments contradictoires. Hélène le surprit plusieurs fois à observer discrètement son père et sa petite-fille travailler ensemble, son expression oscillant entre émerveillement et amertume. Il ne participait jamais, ne posait jamais de questions sur les créations de Stanislas, mais Hélène remarqua qu'il conservait soigneusement dans son bureau une petite sculpture d'oiseau que Stanislas avait laissée sur la table du salon. Ce fut début septembre, près de 9 mois après l'arrivée de Stanislas, que se produisit un bouleversement majeur. Hélène préparait le déjeuner quand la sonnette retentit. En ouvrant la porte, elle découvrit une femme d'une soixantaine, d'années, élégante et digne, aux yeux d'un bleu familier qui la frappèrent immédiatement. « Bonjour », dit la femme avec une légère nervosité. « Je cherche Stanislas Moreau. On m'a dit qu'il vivait ici. » Hélène sentit son cœur s'accélérer alors que les pièces du puzzle commençaient à s'assembler dans son esprit. « Puis-je... »« Vous demandez qui vous êtes ?» interrogea-t-elle doucement. La femme hésita un instant. « Je m'appelle Isabelle Durand. Stanislas est mon père. Je le cherche depuis des années. »
Le monde semblait s'être figé autour d'Hélène. Isabelle, la fille dont Stanislas gardait précieusement la photo, celle dont il avait mentionné l'anniversaire, la demi-sœur que Richard ne savait pas qu'il avait. « Entrez !» dit finalement Hélène, la gorge serrée par l'émotion. « Il est dans le jardin. » Les retrouvailles entre Stanislas et Isabelle furent déchirantes dans leur intensité. Le vieil, homme s'apercevant sa fille depuis si longtemps perdue, laissa tomber l'outil qu'il tenait et resta immobile, comme pétrifié par la vision qui s'offrait à lui. « Isabelle, murmura-t-il, incrédule, est-ce vraiment toi ?» Elle s'avança vers lui, des larmes coulant librement sur son visage. « Papa, dit-elle simplement, avant de se jeter dans ses bras. Stanislas l'étreignit comme s'il craignait qu'elle ne s'évapore, de grosses larmes silencieuses coulant sur son visage ridé. Ils restèrent ainsi enlacés pendant ce qui sembla une éternité, murmurant des mots qu'Hélène ne pouvait entendre, rattrapant en quelques instants des décennies de séparation. C'est à ce moment précis que Richard rentra du travail, plus tôt que d'habitude. Il se figea dans l'encadrement de la porte du jardin, son regard passant de son père à cet inconnu qu'il tenait dans ses bras. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-il, sa voix trahissant sa confusion. Hélène s'approcha de lui, prenant doucement son bras. « Richard, dit-elle avec précaution, je te présente Isabelle, la fille de ton père. » Le visage de Richard se décomposa, passant de la surprise à l'incompréhension, puis à une colère sourde. « Sa fille ? Quelle fille ?» Il se tourna vers Stanislas qui s'était redressé mais gardait un bras protecteur autour des épaules d'Isabelle. « Tu as une autre famille, c'est pour ça que tu nous as abandonnés, pour elle ?» La tension dans le jardin était palpable. Isabelle semblait prête à répondre, mais Stanislas leva une main pour l'arrêter. « Non, Richard, » dit-il d'une voix ferme qu'Hélène ne lui avait jamais entendue. « Isabelle est née avant que je ne rencontre ta mère. Je n'ai jamais abandonné, personne volontairement. Jamais. » Cette révélation jeta la famille dans un chaos émotionnel. Richard, incapable de gérer cette remise en question fondamentale de sa vision familiale, quitta la maison en claquant la porte. Hélène, déchirée, entre son désir de le suivre et sa curiosité de comprendre enfin toute l'histoire, choisit de rester. Elle invita Isabelle à entrer, prépara du thé et écouta fascinée et bouleversée, alors que père et fille commençaient à reconstituer leur histoire fragmentée. Isabelle expliqua qu'elle était née d'une relation de jeunesse de Stanislas avant son mariage avec la mère de Richard. Sa propre mère, incapable d'élever un enfant seul à cette époque, l'avait confié à une tante. Stanislas avait tenté de maintenir un contact. Mais après son mariage, les tensions avec sa nouvelle épouse avaient rendu les visites de plus en plus difficiles, jusqu'à devenir impossibles. « J'ai passé des années à te chercher, » dit-elle, à son père. « Après la mort de ma tante, j'ai trouvé des lettres que tu m'avais envoyées et qu'elle avait gardées secrètes. » Stanislas écoutait, incrédule et émerveillé, découvrant que sa fille était devenue professeure d'université, qu'elle avait 2 enfants, des petits-enfants qu'il n'avait jamais connus, et une vie riche qu'il avait manquée entièrement. « J'ai essayé de te retrouver aussi, » murmura-t-il. Mais chaque piste menait à une impasse. Quand Richard revint finalement, tard dans la nuit, Hélène l'attendait dans le salon plongée dans la pénombre. « Qu'elle est partie ?» demanda-t-il immédiatement. Hélène secoua la tête. « Elle dort dans la chambre d'amis. Richard, il faut que tu entendes son histoire, que tu écoutes enfin la version de ton père. » « Quelle version ? Celle où il explique comment il a menti toute sa vie. » Richard était blessé, confus, ancré dans une colère qu'il avait nourrie pendant des décennies. « Celle où il te dit la vérité que ta mère t'a cachée, » répondit doucement Hélène. Cette phrase fit l'effet d'une gifle à Richard, qui s'effondra dans un fauteuil prêt, malgré sa réticence, à écouter. Les jours suivants virent la dynamique familiale se transformer radicalement. Isabelle resta, prenant un congé imprévu de son travail, pour passer du temps avec ce père si longtemps perdu. Richard, initialement distant et méfiant, ne pouvait s'empêcher d'être intrigué par cette demi-sœur qu'il n'avait jamais connue. Il partageait certains traits, la même forme d'yeux, le même rire bref et surprenant, qui rendèrent leur parenté indéniable. Petit à petit, confronté au récit concordant d'Isabelle et de Stanislas, Richard commença à remettre en question la version de l'histoire familiale qu'il avait toujours crue. Stanislas n'avait pas abandonné sa famille,
par égoïsme ou indifférence, comme sa mère le lui avait toujours affirmé. La vérité était plus complexe, plus nuancée et infiniment plus douloureuse. « Ta mère souffrait », expliqua Stanislas lors d'une conversation difficile dans la cuisine, un soir où ils étaient tous réunis. Elle avait ces périodes sombres où elle ne supportait plus ma présence, où elle disait que je la suffoquais, que j'étais la cause de tous ses malheurs. Les médecins appelleraient probablement ça une dépression aujourd'hui, mais à l'époque, il soupira, les épaules affaissées sous le poids de souvenirs douloureux. À l'époque, on ne parlait pas de ces choses-là. Un jour, elle m'a demandé de partir. Elle a dit qu'elle irait mieux sans moi. J'ai cru que ce serait temporaire. Mais ce départ temporaire était devenu permanent. La mère de Richard avait intercepté les lettres, refusé les appels téléphoniques et raconté à son fils que son père les avait délibérément abandonnés. Quand Stanislas avait tenté de revenir, elle l'avait menacé d'un scandale public, de révélations sur Isabelle qui auraient pu détruire sa réputation dans leur petite communauté traditionnelle. J'ai cédé par lâcheté, admit Stanislas, les yeux baissés de honte. J'aurais dû me battre davantage pour toi, Richard. C'est ma plus grande faute. Richard écoutait, le visage fermé, mais les yeux brillants de larmes contenues. Toute sa vie avait été construite autour d'une version des faits qui s'effondrait maintenant. Son ressentiment contre son père, sa méfiance envers les relations durables, sa propre façon distante d'être père parfois, tout prenait soudain un sens différent, éclairé par cette nouvelle perspective. Hélène observait cette réconciliation, fragile avec un mélange d'espoir et d'appréhension. Les blessures étaient profondes, les habitudes émotionnelles solidement ancrées. Un soir, alors qu'il se préparait pour la nuit, Richard lui confia « Je ne sais pas si je peux lui pardonner, même en comprenant ce qui s'est passé. Trop d'années ont été perdues. » Hélène prit sa main. « Le pardon n'est pas un événement, c'est un processus, » dit-elle doucement. « Personne ne te demande d'effacer des décennies de douleur en un instant. Mais peut-être pouvez-vous construire quelque chose de nouveau à partir de maintenant. » Cette idée, construire quelque chose de nouveau, prit une forme concrète lorsqu'Isabelle suggéra d'organiser un repas pour réunir toutes les branches de la famille. « Mes enfants veulent rencontrer leur grand-père, » expliqua-t-elle, « et leur oncle et leur cousin. » Richard hésita, mais finit par accepter, poussé par la curiosité et l'enthousiasme évident d'Emma et des autres petits-enfants, à l'idée de rencontrer de nouveaux membres de la famille. Le repas eut lieu un dimanche d'octobre, alors que les feuilles commençaient à rougir dans le jardin. Hélène s'était surpassée, incorporant des plats traditionnels du village côtier de Stanislas, créant un lien tangible avec ce passé commun que beaucoup découvraient seulement maintenant. L'atmosphère était d'abord tendue, maladroite, mais s'adoucit progressivement alors que les enfants, insensibles aux complexités émotionnelles des adultes, créaient des ponts naturels entre les différentes branches familiales. Ce fut lors de cette réunion qu'Hélène remarqua Stanislas s'éclipser discrètement vers le garage. Elle le suivit et le trouva en train de contempler une création sur laquelle il travaillait en secret depuis plusieurs semaines. Un panneau de bois sculpté représentant un arbre généalogique, ses branches s'étendant pour inclure tous les membres de cette famille élargie et récemment réunifiée. « C'est magnifique », murmura Hélène, touchée par la symbolique. « J'ai passé tant d'années à penser que j'avais tout perdu », répondit Stanislas, caressant le bois poli. « Et maintenant, regarde tout ce que j'ai retrouvé. » Un an après l'arrivée de Stanislas, une autre révélation bouleversa la famille. Un ami antiquaire venu examiner certaines des créations du vieil homme s'extasia devant leur qualité et proposa d'organiser une petite exposition dans sa galerie. « Votre travail mérite d'être vu et apprécié », insista-t-il. Stanislas, réticent au début, finit par accepter sous la pression enthousiaste d'Hélène, et à sa grande surprise, de Richard lui-même, qui semblait presque fier du talent de son père. La préparation de cette exposition devint un projet familial. Même les enfants participèrent, aidant à photographier les pièces et à rédiger de petites descriptions pour chaque œuvre. Ce fut en organisant les documents pour l'exposition qu'Hélène et Richard firent une découverte stupéfiante. En cherchant d'anciennes photos de Stanislas à son époque d'artisan, ils tombèrent sur une boîte d'archives que le vieil homme avait conservée, des coupures de journaux jaunis, des lettres de recommandation et, plus surprenant encore, des documents médicaux concernant la mère de Richard. « Qu'est-ce que c'est » murmura Richard.
dépliant soigneusement un rapport médical daté de 50 ans plus tôt. À mesure qu'ils lisaient, le choc se peignait sur leur visage. Les documents révélèrent une vérité encore plus douloureuse que ce qu'ils avaient appris jusqu'alors. La mère de Richard n'avait pas simplement souffert de dépression. Elle avait été diagnostiquée avec un trouble psychiatrique sévère, non traité à l'époque. Les notes du médecin décrivaient des épisodes de paranoïa, des périodes où elle était convaincue que Stanislas cherchait à lui nuire, à la contrôler. Un médecin avait même suggéré son hospitalisation, une recommandation que Stanislas avait refusée par peur de la stigmatisation sociale. « Mon Dieu !» souffla Richard, s'effondrant sur une chaise. Elle était malade, vraiment malade, et personne ne l'a aidée. « C'était une autre époque, » murmura Hélène, serrant sa main dans la sienne. Les troubles mentaux étaient incompris, souvent ignorés. Cette découverte expliquait tant de choses. Pourquoi la mère de Richard avait coupé tous les ponts? Avec Stanislas, pourquoi elle avait intercepté les lettres et construit un récit d'abandon? Pourquoi elle avait élevé son fils dans la méfiance et la rancœur? Ce n'était pas de la malveillance, mais la manifestation d'une maladie non traitée qui avait déformé sa perception de la réalité. Quand ils confrontèrent Stanislas avec ces documents, sa réaction les surprit. Il ne sembla pas choqué que ces papiers aient été découverts, mais plutôt soulagé. « J'ai essayé de la protéger », expliqua-t-il doucement. « De vous protéger tous les deux. À l'époque, un diagnostic comme celui-là aurait pu lui faire perdre sa réputation, peut-être même la garde de son enfant. Alors je suis parti, comme... » Elle le demandait, espérant que cela l'aiderait à aller mieux. « Pourquoi ne m'as-tu jamais dit la vérité ?» demanda Richard, sa voix tremblante d'émotion. « Même après sa mort ?» Stanislas secoua la tête, ses yeux reflétant une tristesse ancienne. « Quelle vérité aurais-je dû te dire, Richard? Que ta mère, que tu adorais, était malade, qu'elle t'avait menti toute ta vie? Certaines vérités font plus de mal que de bien. » Cette révélation créa en Richard une tempête émotionnelle. Toute sa vie, il avait nourri une colère contre un père qu'il croyait indigne, tout en idéalisant une mère qu'il pensait victime. La réalité était infiniment plus nuancée et plus triste. Deux personnes qui s'étaient aimées, brisées, par une maladie incomprise, et un enfant pris au milieu de cette tragédie. Dans les semaines qui suivirent, Richard traversa ce qu'Hélène ne pouvait décrire que comme un processus de deuil de la version de son histoire familiale qu'il avait toujours crue, deuil d'une colère qui, aussi destructrice fut-elle, lui avait été familière pendant si longtemps. La préparation de l'exposition de Stanislas continua parallèlement à ce processus émotionnel, presque comme une thérapie collective. Chaque pièce sculptée semblait raconter une partie de cette histoire familiale complexe, les oiseaux, en plein vol symbolisant la liberté retrouvée, les scènes maritimes évoquant les origines et les traditions perdues puis redécouvertes. As-tu déjà connu une personne qui a découvert une vérité bouleversante sur son passé familial? Comment a-t-elle géré cette révélation qui remet en question toute son histoire personnelle? Partage ton expérience ou celle de tes proches dans les commentaires. Les derniers mois avant l'exposition virent un changement subtil mais significatif dans la relation entre Richard et Stanislas. Ils ne devinrent pas soudainement proches, comme s'ils rattrapaient des décennies perdues. Les blessures étaient trop profondes pour une telle simplicité. Mais il y eut des moments. Richard demandant à son père de lui montrer comment tenir correctement un ciseau à bois, Stanislas écoutant avec attention les récits de Richard sur ses enfants quand ils étaient petits, les deux hommes partageant occasionnellement un verre de cognac sur la terrasse au crépuscule, parlant peu mais partageant un silence qui n'était plus hostile. Pendant ce temps, l'amitié entre Stanislas et Emma fleurissait de manière inattendue. La petite fille avait un don naturel pour le travail du bois que son grand-père cultivait avec patience. Ensemble, ils créèrent une pièce spéciale pour l'exposition. Une sculpture représentant deux mains entrelacées, la grande protégeant la petite, symbole de la transmission entre générations qui transcendait les ruptures et les silences. Quand arriva enfin le jour de l'exposition, mi-novembre, toute la famille élargie était présente. Richard et Hélène, leurs enfants et petits-enfants, Isabelle et sa famille, et même quelques anciens collègues et clients de Stanislas qui avaient répondu aux invitations. La petite galerie était bondée, l'atmosphère électrique d'anticipation. Ce que personne n'avait prévu, c'était que l'antiquaire avait invité un journaliste local qui s'intéressa immédiatement à l'histoire familiale derrière ses créations artistiques.
Alors que l'exposition commençait officiellement, le journaliste demanda à Stanislas de dire quelques mots. Le vieil homme, visiblement ému et légèrement déstabilisé, regarda autour de lui, vers Isabelle, vers Richard, vers Emma qui lui souriait avec confiance, puis prit une profonde inspiration. « Je ne suis pas doué pour les discours », commença-t-il d'une voix légèrement tremblante. « Pendant la plus grande partie de ma vie, j'ai gardé mes mots pour moi, croyant que le silence était préférable à la vérité douloureuse. J'ai sculpté le bois parce qu'il me permettait d'exprimer ce que je ne pouvais pas dire. » Il fit une pause, cherchant ses mots. « Ces pièces que vous voyez autour de vous ne sont pas seulement des objets d'art. Elles sont les fragments d'une vie, brisée qui trouve finalement sa complétude. Chaque coupe, chaque polissage représente une tentative de réparer ce qui semblait irréparable. » Stanislas se tourna vers sa famille rassemblée. « J'ai passé des décennies à croire que j'avais tout perdu. Aujourd'hui, je me tiens devant vous, entouré par tout ce que j'ai retrouvé. Ou plutôt, par tout ce qui m'a retrouvé, grâce à la persévérance et à la compassion d'une femme qui a vu au-delà des apparences. » Il regarda Hélène avec une gratitude évidente. « Je ne peux pas récupérer les années perdues, mais j'ai appris que la vie nous offre parfois des secondes chances qu'on ne mérite pas mais qu'on peut honorer par la manière dont on vit le temps qu'il nous reste. » Ces paroles, simples mais profondes, résonnèrent dans la galerie silencieuse. Ce n'était pas un discours amer sur les injustices passées, ni une tentative d'excuser ses propres erreurs, mais un message de résilience et de réconciliation qui toucha profondément tous ceux présents. Après la cérémonie d'ouverture, alors que les invités admiraient les œuvres et discutaient en petits groupes, Richard s'approcha de son père, qui se tenait légèrement à l'écart, observant la scène avec un mélange d'émerveillement et d'incrédulité. « Tu n'as jamais abandonné, » dit Richard, sa voix contenant une réalisation nouvelle. « Même quand tout semblait perdu, tu as continué à écrire ces lettres, à essayer de nous retrouver. » Stanislas regarda son fils, surpris par cette reconnaissance inattendue. « J'aurais pu faire plus, » admit-il. « J'aurais dû faire plus. » Richard secoua la tête. « Nous avons tous fait ce que nous pouvions avec ce que nous savions à l'époque. » Il tendit la main à son père, un geste simple mais chargé d'une signification profonde. « Je suis fier de toi, aujourd'hui. » Ce moment marqua un tournant définitif dans leur relation. Non pas un effacement magique de toutes les douleurs passées, mais l'acceptance consciente d'une nouvelle réalité où la compréhension remplaçait graduellement l'amertume. Les semaines suivantes apportèrent d'autres surprises. L'exposition connut un succès inattendu, attirant l'attention d'autres galeries et collectionneurs. Stanislas reçut plusieurs commandes et même une invitation à donner un atelier dans une école d'art locale. Mais la révélation la plus significative vint lors d'une conversation discrète avec l'antiquaire après la clôture de l'exposition. « Vos pièces se sont toutes vendues », annonça celui-ci en remettant à Stanislas une enveloppe contenant un chèque substantiel. « J'ai pris ma commission, comme convenu, mais le reste est à vous. » Stanislas regarda la somme, visiblement déconcerté par ce montant inattendu. Hélène, qui l'accompagnait, s'inquiéta de son expression. « Est-ce que tout va bien ?» demanda-t-elle alors qu'il quittait la galerie. « Je n'ai jamais eu autant d'argent à moi, » murmura Stanislas, semblant presque effrayé par cette soudaine abondance. Le lendemain matin, il demanda à Richard de l'accompagner à la banque, une requête qui surprit tout le monde. Ils revinrent 2 heures plus tard, Richard arborant une expression indéchiffrable. Ce soir-là, lors du dîner familial, Richard prit la parole avec une émotion inhabituelle. « Papa a quelque chose à vous annoncer, » dit-il, utilisant pour la première fois depuis des décennies ce terme affectueux. Stanislas se racla la gorge, visiblement nerveux. « J'ai ouvert un compte aujourd'hui, un fonds éducatif pour Emma et pour tous mes autres petits-enfants et arrière-petits-enfants. Tout l'argent de la vente de mes sculptures y est déposé et j'y ajouterai les revenus de mes futures commandes. » Un silence stupéfait accueillit cette annonce. Richard ajouta, sa voix légèrement tremblante. Il a également insisté pour que son nom soit ajouté comme copropriétaire de la maison. Il dit qu'il veut contribuer aux dépenses maintenant qu'il a des revenus. Caroline, qui avait été la plus sceptique quant à la présence prolongée de son grand-père, fut la première à réagir. « Mais l'argent de tes sculptures, c'est ton travail, ton talent. Tu devrais en profiter, voyager peut-être, ou... » Stanislas l'interrompit doucement. « À mon âge, qu'est-ce que je pourrais désirer de plus que de voir mes petits-enfants s'épanouir ?
L'argent ne peut pas racheter les années perdues, mais il peut peut-être construire un meilleur avenir. Cette générosité inattendue contredisait directement l'image d'égoïsme que Richard avait entretenue pendant des décennies. Elle représentait un geste concret qui transcendait les simples paroles de réconciliation, démontrant par l'action plutôt que par les mots que Stanislas considérait vraiment cette famille comme la sienne, qu'il investissait dans leur avenir commun. Les dernières semaines avant Noël virent la transformation finale de la famille Moreau. La maison, autrefois divisée par des silences et des ressentiments, résonnait maintenant de conversations animées et de rires occasionnels. Stanislas avait finalement accepté de partager ses repas à table, contribuant parfois aux discussions avec des anecdotes de sa jeunesse ou des observations sur les changements qu'il avait vus au cours de sa longue vie. L'atelier dans le garage était devenu un centre d'activité familiale. Emma y passait presque tout son temps libre, développant rapidement ses compétences sous la tutelle patiente de son grand-père. À la surprise générale, Mathieu, le fils pragmatique et rationnel qui travaillait dans la finance, commença également à s'y aventurer, d'abord par curiosité, puis avec un intérêt croissant pour cet art traditionnel. « C'est apaisant », admit-il à sa mère. Après une journée à jongler avec des chiffres abstraits, il y a quelque chose de profondément satisfaisant à créer quelque chose de tangible avec ses mains. Isabelle venait régulièrement, parfois accompagnée de 16 enfants. Ces visites, initialement marquées par une certaine maladresse, devinrent progressivement naturelles et attendues. Les deux branches de la famille trouvèrent des points communs, des intérêts partagés, des similitudes génétiques qui créaient des liens au-delà de leur histoire fragmentée. La transformation la plus visible, cependant, était celle de Stanislas lui-même. L'homme voûté et silencieux qui était arrivé avec une petite valise d'amertume avait disparu. À sa place se tenait un homme qui, bien que toujours marqué par l'âge et les épreuves, semblait plus grand, plus vivant. Ses yeux avaient retrouvé une étincelle, son rire, rare mais sincère, emplissait occasionnellement la maison. Un soir, alors qu'Hélène l'aidait à ranger des outils après une session particulièrement productive, Stanislas s'arrêta soudainement, comme frappé par une réalisation. « Tu sais, dit-il lentement, pendant toutes ces années, j'ai attendu que la vie commence vraiment. J'attendais que les choses s'arrangent, que les malentendus se dissipent, que les portes fermées s'ouvrent à nouveau. » Il passa une main calleuse sur un morceau de bois qu'il polissait. « Je ne comprends que maintenant que la vie ne nous attend pas. Elle continue, que nous soyons prêts ou non. Ce que nous en faisons, même avec ses imperfections et ses tragédies, c'est notre responsabilité. » Qu'adviendra-t-il de cette famille recomposée? Les blessures profondes peuvent-elles réellement guérir ou seulement être pensées? Le prochain chapitre vous réserve des révélations bouleversantes qui changeront à jamais votre perception de l'amour familial. Tandis que les jours s'écoulaient et que Noël approchait, une autre découverte vint compléter le tableau de cette histoire. Familial complexe. Isabelle, en aidant son père à trier d'anciennes photographies pour un album familial qu'ils créaient ensemble, tomba sur une enveloppe scellée adressée à Richard, datée de plus de 30 ans auparavant. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, présentant l'enveloppe jaunie à Stanislas. Le vieil homme la regarda longuement, ses doigts tremblant légèrement alors qu'il la prenait. « La dernière lettre que j'ai écrite à ton frère avant d'abandonner tout espoir, » expliqua-t-il doucement. « Je n'ai jamais eu le courage de l'envoyer. Elle explique tout, la maladie de sa mère, mes tentatives pour maintenir le contact, la vérité sur notre séparation. Tu devrais la lui donner, suggéra Isabelle. Maintenant qu'il connaît les grandes lignes, peut-être que tes mots exacts de l'époque auront une signification particulière. » Stanislas considéra cette possibilité. Ces lettres avaient été son refuge pendant des années, le seul endroit où il pouvait exprimer librement ses pensées et ses émotions. Celle-ci en particulier avait été écrite dans un moment de désespoir profond, quand il avait finalement accepté que le fossé entre lui et son fils était peut-être trop large pour être comblé. Le soir du réveillon de Noël, alors, que toute la famille élargie était réunie dans le salon décoré pour l'occasion, Stanislas trouva enfin le courage. Après le dîner festif, alors que les conversations joyeuses emplissèrent la pièce, il prit Richard à part et lui tendit l'enveloppe. « Qu'est-ce que c'est » demanda Richard, surpris. « Quelque chose que j'aurais dû te donner il y a très longtemps.
répondit simplement Stanislas. Richard ouvrit lentement l'enveloppe, déplia la lettre et commença à lire. Tous, dans la pièce, remarquèrent son expression changer au fil de sa lecture, le choc initial faisant place à une émotion profonde qui se manifestait par des larmes silencieuses coulant sur son visage. Quand il eut terminé, il fixa longuement son père, puis, dans un geste qui surprit tout le monde, y compris lui-même, il l'étreignit fermement. Ce fut dans cette étreinte que des décennies de malentendus, de ressentiments et de douleurs commencèrent véritablement à se dissoudre. Pas complètement. Certaines blessures étaient trop profondes pour disparaître entièrement, mais suffisamment pour permettre une guérison authentique. La soirée se poursuivit, remplie de moments de joie simples mais profondes. Emma montra fièrement à tout le cadeau qu'elle avait fabriqué pour son grand-père. Une petite boîte à bijoux magnifiquement gravée qu'elle avait créée entièrement seule. Isabelle partagea des histoires de ses recherches pour retrouver son père, les fausses pistes et les moments de découragement avant la percée finale. Mathieu annonça qu'il envisageait d'incorporer le travail du bois dans un programme de thérapie pour les jeunes en difficulté qu'il soutenait financièrement. Au milieu de ces échanges, Hélène observait Stanislas, comment il écoutait intensément chaque personne, comment il souriait avec une joie non dissimulée, comment il semblait finalement présent, non seulement physiquement mais émotionnellement. Elle se souvint de leur première rencontre, ce mardi pluvieux où un vieil homme brisé était entré dans leur maison, portant le poids invisible de secrets et de chagrins accumulés. La transformation était remarquable. Janvier amena une nouvelle année et avec elle une décision importante. Le séjour temporaire de Stanislas approchait de son 18e mois et la question de son avenir n'avait jamais été formellement résolue. Un soir, après le dîner, Richard aborda le sujet directement. « Papa, dit-il, utilisant maintenant ce terme avec naturel, nous devons parler de tes arrangements de vie. La maison de retraite des Tilleuls a une place disponible. C'est un bel endroit, avec des activités et des soins médicaux. » Sa voix s'éteignit en voyant l'expression d'Hélène. « Richard, intervint-elle doucement, est-ce vraiment nécessaire? Ton père est parfaitement autonome, et sa présence ici... » Stanislas leva une main pour l'interrompre. « C'est une conversation que nous devons avoir, » dit-il avec calme. « Richard a raison. Je suis arrivé ici comme une solution temporaire, et j'ai envahi votre espace bien plus longtemps que prévu. » Hélène ouvrit la bouche pour protester, mais Stanislas poursuivit. « Ces 18 mois ont été un cadeau inestimable pour moi. J'ai retrouvé une famille que je croyais perdue à jamais. J'ai renoué avec mon art. J'ai rencontré des petits-enfants merveilleux. » Son regard se posa momentanément sur une photo d'Emma sur le buffet. « Mais je dois aussi penser à l'avenir. Je ne rajeunis pas, et un jour viendra où j'aurai besoin de plus d'assistance. » Richard regardait son père avec une expression complexe, mélange de respect et d'émotion contenue. « Les Tilleuls est vraiment un bel endroit, insista-t-il, mais avec moins de conviction qu'auparavant. » Un silence s'installa dans la pièce, lourd de non-dits et d'émotions contradictoires. Puis, à la surprise générale, ce fut Emma qui intervint, apparaissant soudainement dans l'encadrement de la porte où elle écoutait discrètement. « Grand-père ne peut pas partir !» s'exclama-t-elle avec la passion directe de ses 10 ans. « Qui va m'apprendre à sculpter? Et qui va raconter les histoires de bateaux pendant le dîner? Et... » Sa voix se brisa légèrement. « Je viens juste de le trouver. » Cette intervention innocente mais profondément sincère toucha tous, les adultes présents. Richard regarda sa petite fille, puis son père, puis Hélène qui avait les larmes aux yeux. « Je suppose, dit-il lentement, que nous pourrions envisager un arrangement plus permanent, si c'est ce que tout le monde souhaite. » Le visage de Stanislas s'illumina d'un espoir qu'il tentait visiblement de contenir. « Je pourrais contribuer. »« Au loyer, proposa-t-il. Avec mes nouvelles commandes, je peux payer ma part. »« Ce n'est pas une question d'argent, papa, » répondit Richard avec une douceur inhabituelle. « C'est notre maison. Ta maison aussi, si tu veux y rester. Pas comme un invité ou une charge, mais comme un membre essentiel de cette famille. » Ces mots, si simples mais si significatifs, réaffirmaient ce que les actions des derniers mois avaient déjà commencé à construire. Non pas la restauration d'une ancienne relation brisée, mais la création d'une nouvelle, bâtie sur la vérité, la compréhension et l'acceptation mutuelle. Le printemps suivant,
18 mois exactement après l'arrivée de Stanislas, la maison des Moreau avait subi une transformation complète. Le garage avait été officiellement converti en atelier, avec de meilleures installations et plus d'espace. Pour accueillir les élèves qui venaient maintenant régulièrement apprendre les techniques traditionnelles de sculpture sur bois. Stanislas, à presque 80 ans, était devenu un enseignant recherché, partageant non seulement son savoir-faire technique, mais aussi les traditions et l'histoire culturelle qui l'accompagnaient. La chambre d'amis n'était plus la chambre de Stanislas, mais simplement sa chambre, personnalisée avec ses créations, ses livres et les photos de famille, anciennes et nouvelles, qui tapissaient maintenant les murs. Il n'était plus un visiteur toléré, mais un pilier de la maisonnée, celui vers qui on se tournait pour des conseils, des histoires, ou simplement une présence apaisante. Les dimanches étaient devenus des jours de rassemblement familial élargi, incluant régulièrement Isabelle et sa famille. Ces réunions, initialement maladroites, s'étaient transformées en célébrations joyeuses où 3 générations partageaient nourriture, histoires et projets. Les traditions du village côtier de Stanislas avaient été intégrées dans ces rassemblements. Des plats spécifiques, des chansons occasionnelles et même une version modifiée de la bénédiction de la mère, que la famille avait adaptée comme rituel annuel dans le jardin. Un jour d'avril particulièrement doux, alors que les premières fleurs commençaient à éclore dans le jardin, Hélène trouva Stanislas assis sur le banc sous le vieux chêne, contemplant paisiblement les bourgeons. Elle s'assit à ses côtés, appréciant ce moment de calme. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle doucement. Stanislas sourit, ce sourire plein qui avait remplacé la grimace crispée d'autrefois. « Je pensais aux saisons, » répondit-il. « Comment elles se succèdent, chacune avec sa beauté propre. L'hiver n'est pas la fin, juste une pause avant que la vie ne reprenne avec plus de vigueur. » Hélène comprit qu'il ne parlait pas seulement de la nature. « Tu as connu un long hiver, » dit-elle. « Oui, » acquiesça-t-il, « mais regarde quel printemps. Magnifique, il a précédé. » Il désigna d'un geste la maison derrière eux, où Richard et Emma étaient visibles par la fenêtre de la cuisine, préparant ensemble le déjeuner dominical. « J'ai passé tant d'années à regretter ce que j'avais perdu. Maintenant, je m'émerveille de tout ce que j'ai retrouvé, ou plutôt, de tout ce qui m'a été donné à nouveau. » Hélène posa sa main sur celle du vieil homme, remarquant comment ses doigts, autrefois tremblants et incertains, étaient maintenant fermes et assurés, même avec les marques inévitables de l'âge. « Tu sais ce qui m'a attiré vers toi ce premier jour ?» demanda-t-elle. « Tes yeux, ils portaient tant de douleur, mais aussi quelque chose d'autre, une histoire non racontée qui attendait d'être entendue. »« Et tu l'as entendue ?» répondit Stanislas avec gratitude, quand personne d'autre ne voulait l'écouter. À ce moment, ils furent rejoints par Richard, qui s'assit de l'autre côté de son père. « Le déjeuner sera prêt dans 1 heure, » annonça-t-il. « Isabelle vient d'appeler, et ils sont en route. » Les 3 restèrent assis en silence pendant quelques minutes, profitant simplement de la présence des autres et de la promesse d'un repas familial à venir. Puis Richard parla, sa voix inhabituellement émue. « Tu sais, papa, je repensais à quelque chose que tu as dit lors de ton exposition, sur les secondes chances qu'on ne mérite pas mais qu'on peut honorer. » Il fit une pause, cherchant ses mots. « Je crois que nous avons tous reçu une seconde chance. Toi, moi, notre famille entière. Et je suis reconnaissant chaque jour que nous ayons eu le courage de la saisir. » Stanislas regarda son fils, cette version plus âgée de l'enfant qu'il avait perdu puis retrouvé, et hocha simplement la tête, trop ému pour parler. Mais ses yeux disaient tout ce que les mots ne pouvaient exprimer. La gratitude, l'amour et cette joie tranquille d'un homme qui, après un long voyage à travers les tempêtes et les déserts émotionnels, avait finalement trouvé son chemin vers la maison. Plus tard ce jour-là, alors que le soleil commençait à descendre, la famille élargie était rassemblée autour de la grande table du jardin. Le repas était terminé, mais personne ne semblait pressé de partir. Les conversations, fluides, et les rires occasionnels créaient une atmosphère de confort et d'appartenance. Stanislas, assis à la place d'honneur, regardait autour de lui avec émerveillement. Ces visages qui étaient devenus si chers, ces vies entrelacées avec la sienne, d'une manière qu'il n'aurait jamais osé espérer. Richard, son fils retrouvé, discutant animatement avec le mari d'Isabelle. Hélène, dont la compassion avait été le catalyseur de tout ce changement, servant le dessert avec une grâce chaleureuse.
Isabelle, sa fille si longtemps perdue, partageant des histoires avec Caroline. Les petits-enfants jouant ensemble comme s'ils avaient toujours fait partie de la même famille. Et au centre de tout cela, Emma, qui avait été la première à briser la glace, à voir au-delà des apparences, à offrir une acceptation inconditionnelle. Elle s'approcha de lui, tenant fièrement une petite sculpture qu'elle venait de terminer. Un oiseau aux ailes déployées, prêt à s'envoler, mais fermement ancré sur sa base. « Qu'en penses-tu, grand-père » demanda-t-elle, ses yeux brillants d'espoir. Stanislas prit délicatement la pièce, l'examinant avec l'œil expert d'un maître artisan. Mais ce qu'il voyait allait bien au-delà du bois sculpté. Il voyait la continuation d'une tradition, la transmission d'un savoir-faire, un héritage vivant qui transcendait les ruptures et les silences du passé. « C'est parfait », dit-il simplement, sa voix riche d'une émotion contenue. « Absolument parfait. » Et tandis que le soleil couchant baignait la scène d'une lumière dorée, illuminant les visages souriants autour de la table, Stanislas comprit que le véritable art n'était pas dans les objets qu'il créait, mais dans cette famille reconstruite, imparfaite, complexe, mais profondément réelle et vivante. Une famille qui, comme le bois qu'il sculptait depuis tant d'années, avait révélé sa beauté la plus profonde, non pas malgré, mais à travers ses nœuds, ses veines et ses imperfections. Félicitations. Tape 9 dans les commentaires pour me montrer que tu es resté jusqu'à la fin avec moi. Merci d'avoir regardé, et à demain pour une nouvelle histoire sur cette même chaîne.